Le 13 juin 2025 restera gravé comme un matin qui a tout changé. En l'espace de quelques heures, plusieurs salves aériennes coordonnées ont frappé l'Iran comme jamais. Sites nucléaires de Natanz, Fordo et Ispahan sévèrement endommagés, batteries anti-aériennes neutralisées et des parcs de lanceurs réduits à l'état de débris. Mais le traumatisme le plus important n'est pas seulement matériel. Une partie de l'encadrement militaire iranien a été décapitée en quelques heures. Du commandement des gardiens, de la révolution aux têtes pensantes du programme nucléaire. La doctrine longtemps prônée à Téhéran, une patience stratégique, fondée sur la retenue et la construction sur le long terme, s'est effondrée en un éclair. Face à ce choc, l'Iran a répliqué massivement. Plus de 550 missiles, balistiques et des vagues de drones ont été lancés en représailles. Mais le mal était fait. Une nouvelle ère stratégique venait de naître. Dans les jours qui ont suivi, un constat s'est imposé avec brutalité. Le ciel iranien avait défailli. La défense aérienne ne s'était pas seulement montrée insuffisante, elle avait été littéralement mise hors d'état de nuire. Des opérations de guerre électronique et des cyberattaques ont aveuglé le réseau radar national. Une fois le bouclier numérique brisé, les frappes suivantes ont pu atteindre les cibles, sensibles presque sans opposition. Sur le papier, les systèmes semblaient modernes. Dans la réalité, l'absence d'interopérabilité et d'un commandement distribué a transformé les batteries en cibles isolées, privées de ces radars centraux. Chaque point de défense est devenu vulnérable. Et au-delà des failles techniques, l'attaque a révélé une carence en renseignements. L'adversaire connaissait trop bien le dispositif iranien. Des vagues d'arrestations pour espionnage ont suivi. La leçon est cruelle et simple. Posséder des centaines de missiles ne suffit pas si l'on n'a pas un réseau de défense aérienne robuste. La patience stratégique, conçue pour éviter un embrasement total et privilégier l'action indirecte, est désormais décriée comme une erreur qui a rapproché l'Iran de la guerre plutôt que de l'éloigner. Conséquences politiques. Le régime a basculé vers une doctrine beaucoup plus offensive, jurant que toute nouvelle agression ne recevra pas une réponse limitée. Les discours officiels ont cessé d'évoquer la retenue. Place à la riposte décisive. Les menaces incluent désormais des cibles économiques, énergétiques et même des installations hébergeant des forces étrangères dans la région. Le message est clair. Si l'Iran est frappé à nouveau, la riposte pourrait dépasser largement le cadre d'un affrontement limité. Militairement, la priorité numéro 1 est de reboucher la brèche du ciel. Téhéran mise sur une nouvelle génération de systèmes. Citons le projet Bavar 373 V2, conçu pour fonctionner de manière autonome, même quand le commandement central est neutralisé. Ces plateformes promettent portée accrue, capacité à suivre de nombreuses cibles et indépendance radar, autant d'atouts destinés à éviter la répétition du fiasco de juin. Parallèlement, des efforts intenses sont menés sur des systèmes pour basses et moyennes altitudes afin d'établir une défense par couche. L'arsenal offensif, lui aussi, a été frappé. Les frappes ont détruit non seulement des lanceurs, mais aussi des infrastructures industrielles clés. Sites comme Ojir et Parchin ont subi des dégâts qui ont créé de sérieux goulots d'étranglement. Dans la production de propergols solides, la réaction, remettre l'outil industriel en marche, parfois à marche forcée, avec une industrialisation en 3 équipes et des approvisionnements qui, selon des sources, sont facilités via la Chine. Mais l'accent change. Quantité? Oui, mais surtout qualité. Les nouveaux projets visent des missiles manœuvrables, précis et plus difficiles à intercepter, et même des vecteurs à double ogive à plus longue portée. La bataille s'est aussi déplacée vers l'intérieur. Contrôle de l'information, filtrage strict d'Internet, répression accrue contre les communications extérieures, durcissement des périmètres autour des sites sensibles et expulsion massive. Tout est mis en place pour préparer la société à une logique de guerre. La propagande interne martèle l'unité et la résistance, tandis que l'appareil sécuritaire se renforce. Diplomatiquement, le choc a été un autre réveil. L'Iran a découvert sa solitude opérationnelle. Ni Moscou ni Pékin n'ont apporté une aide militaire directe lors du conflit initial. La Russie s'est montrée pragmatique, la Chine davantage tangible sur le plan commercial et diplomatique. Résultat, Téhéran resserre ses liens économiques et technologiques avec Pékin, tout en cherchant des canaux de dialogue régionaux, notamment avec Riyad, et en nuançant son rapport à Moscou. Sur le terrain régional, la donne a été redessinée. L'effondrement du régime syrien a rompu le corridor terrestre vers la Méditerranée, obligeant l'Iran à repenser sa posture stratégique et ses lignes d'approvisionnement. L'axe stratégique devient plus multiforme et plus fragile,
mêlant coopération accrue avec la Chine à des dialogues prudents dans la région. Quant au calendrier des risques, Téhéran évoque désormais l'intervalle août-octobre 2025 comme une fenêtre de forte probabilité pour une reprise des hostilités. D'autres analyses étendent la période jusqu'à décembre. Les facteurs déclencheurs sont connus: l'enrichissement nucléaire, la remontée des arsenaux ou la remise en vigueur de sanctions internationales. Des considérations tactiques pèsent aussi périodes religieuses et calendrier civils en Israël peuvent, selon certains calculs, offrir des opportunités tactiques. En bref, l'Iran d'après 13 juin n'est plus le même. Refondre la défense aérienne, reconstituer et moderniser l'arsenal, militariser l'économie et durcir la société, revoir alliances et diplomatie. Autant de mouvements qui dessinent un paysage régional plus instable et potentiellement plus dangereux. La patience stratégique appartient au passé. La riposte décisive est la nouvelle règle du jeu. Et vous? Selon vous, est-ce que ce tournant iranien réduit le risque d'une guerre totale? Ou au contraire l'augmente? Comment voyez-vous la suite?